Alors je crois qu'il me revient de conclure avec Alain Aspect, qui est toujours un privilège, cette belle journée. Alors je voudrais saluer le fondateur de France Quantum, cher Damien Gromier, je ne sais pas s'il est là, et sa cofondatrice de l'événement, directrice d'OVH. Je voudrais vous dire que je suis particulièrement heureuse d'être ici, accompagnée d'Alexandra Dublanche, ma vice-présidente en charge du développement économique, de l'attractivité et de l'innovation en Île-de-France. Et puis, bon, moi je ne vais pas y aller par quatre chemins. En Île-de-France, on veut être les meilleurs. On veut être les meilleurs en quantique. Alors, on ne se contente pas d'être les meilleurs de France. On veut être les meilleurs d'Europe et peut-être un jour les meilleurs du monde. Et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Alors, il faut d'abord avoir le pool de talents. Et le pool de talents, vous le savez, on l'a. On a des talents absolument exceptionnels en Île-de-France sur la physique et sur le quantique. Et le plus grand des talents, ou l'un des plus grands des talents, est à mes côtés. Parce qu'il est trop modeste, il n'acceptera pas que je dise que c'est le meilleur. Alors, l'un des plus grands des talents est à mes côtés, c'est, vous le connaissez, notre prix Nobel, Alain Aspect, que je connais bien. Il a un titre dont je suis particulièrement fière, c'est qu'il est membre du conseil scientifique de la région Île-de-France. C'est sans doute pas le titre qui le rend le plus connu dans le monde, mais en tout cas ça le rend extrêmement précieux à mes yeux parce qu'il me conseille et il nous conseille dans la stratégie scientifique que nous devons adopter, notamment pour placer la région Île-de-France. Bon, nous, on ne fera pas du financement de la recherche ultra fondamentale. Ce n'est pas le rôle des régions. Les régions ne sont pas là pour ça. Ça restera du domaine de l'État et des grands organismes et des grandes universités. Mais en revanche, Alain nous a aidés à positionner la région avec Jacques Stern, qui est ici aussi dans la salle, médaille d'or du CNRS, qui est aussi membre du conseil scientifique et très grand spécialiste, vous le savez tous, de la cryptologie. Ils nous ont aidés à positionner la région à l'interface entre la recherche publique et le privé, c'est-à-dire au lieu où se crée l'innovation. Et je crois que c'est le rôle de la région. Le rôle de la région, c'est de mettre ensemble des partenaires qui, pendant très longtemps en France, ont travaillé en silo. Le monde de la recherche la plus fondamentale avec le monde de l'industrie. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de les rapprocher. Puis il y a aussi le monde de la finance qu'il faut faire venir en plus pour apporter les financements nécessaires. Alors, je suis très honorée parce que le Financial Times a dit cette année, enfin, a couronné l'Île-de-France en disant que c'était la première région du futur. Alors, je voudrais remercier le Financial Times et puis dire que nous allons nous donner les moyens de rester cette première région du futur le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, la région, concrètement, pour aider le quantique? Eh bien, on essaye de faire du sur-mesure avec des investissements ciblés et de mettre ces investissements au bon endroit. On n'a pas vocation à investir sur tout, je l'ai dit. Donc, on a défini des domaines d'intérêt majeurs, ce qu'on appelle les DIM. Parce que dans la recherche, il faut toujours tout acronymer, sinon on n'est pas bien compris. Donc les domaines d'intérêt majeur, nos DIM, dans nos DIM, nous en avons un qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le DIM Quantip. Alors le DIM Quantip, comme son nom l'indique, ça veut dire Quantum Technologies in Paris Region. Et ce DIM Quantip développe les technologies alternatives de pointe et accélère le transfert de technologies quantiques vers l'industrie avec un programme de valorisation dédié. On a un autre DIM, le DIM CIRTEC, qui a précédé Quantip. Et ça veut dire que depuis 2017, la région soutient le monde de la recherche quantique à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros en fonctionnement. Alors, on ne fait pas que du fonctionnement, on fait aussi de l'investissement. On fait de l'investissement à travers ce qu'on appelle les grands lieux d'innovation. Alors les grands lieux d'innovation, c'est un programme qui me tient particulièrement à cœur. C'est un programme partenarial public-privé, sans appel à projet, sans aucune bureaucratie. C'est vraiment vous avez un très très beau projet de grand lieu d'innovation qui vous paraît stratégique pour la région Île-de-France. Vous venez le présenter à la région et si nous l'adoptons, nous le finançons.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre des grands lieux d'innovation? Eh bien, on a accompagné le laboratoire de R&D d'informatique d'Atos, qui voulait construire un premier prototype d'ordinateur quantique en Île-de-France et qui a permis la création de plusieurs centaines d'emplois. Le principe du grand lieu d'innovation, c'est que les partenaires s'engagent à créer un maximum d'emplois dans l'Île-de-France. Et puis, dans le cadre, toujours pareil, de ces grands lieux d'innovation, il y a un très beau projet que nous portons avec l'État, celui de la réhabilitation d'un grand lieu d'innovation qui est le 503. Le 503 qui est, vous le savez, l'incubateur de l'Institut d'optique et qui a été porté par Alain Aspect lui-même. Il me l'a fait visiter il y a maintenant plus de 10 ans pour la première fois. Et il réunit, vous le savez, une vingtaine d'entreprises innovantes dans le domaine de la photonique et des hautes technologies et les élèves ingénieurs de la filière innovation entrepreneur de l'Institut d'optique sur le plateau de Saclay. Alors, derrière, il y a aussi une stratégie de réindustrialisation de la région. Alors là, j'y tiens énormément. Chercher en Île-de-France, allez, on va dire c'est la norme. 40% des chercheurs français sont en Île-de-France. Faire un prototype en Île-de-France, c'est devenu plutôt la norme, justement grâce à nos aides à l'innovation, grâce au projet France Relance, etc. Mais le sujet, c'est où est-ce qu'on va produire ? Où est-ce qu'on va produire? Où est-ce qu'on va industrialiser? Et ça, c'est pas gagné pour l'Île-de-France. C'est pas gagné parce que, eh bien, quand on dit industrialisation, on dit site industriel, on dit usine, on dit nuisance, on dit talent à aller chercher. Et tout ça, eh bien, c'est pas si simple de le faire en Île-de-France. Alors c'est pour cela que nous avons mis la réindustrialisation, l'idée même de filière quantique dans notre stratégie de développement économique et d'innovation qui s'appelle Impact 2028. Alors l'idée, c'est vraiment d'aider des startups quantiques à venir industrialiser en Île-de-France. Alors on l'a fait avec Cornella par exemple, je viens de les rencontrer à l'étage au-dessus, que nous avons soutenu à hauteur de 1,5 million au démarrage et qui inaugure prochainement son premier site de production pour l'assemblage de ces ordinateurs quantiques. Alors c'est une première en France, c'était aussi une première en Île-de-France de produire et d'assembler des ordinateurs quantiques chez nous. Alors, nous avons beaucoup d'aides à l'innovation. Je vous les détaille un tout petit peu parce que certains d'entre vous peuvent être intéressés. On a des aides qui s'appellent InnovUp. InnovUp, c'est pour toutes les PME innovantes. C'est des aides qui peuvent atteindre jusqu'à plusieurs millions d'euros. On a aidé Qubit Pharmaceuticals, on a aidé Candela, je l'ai dit, on a aidé C12. Et dernièrement, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle aide avec un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 28 août, donc tout l'été. On sait que les chercheurs aiment bien déposer leurs projets l'été. Donc, appel à projet ouvert jusqu'au 28 août, ça s'appelle PMUP Jeune Pousse Industriel. PMUP Jeune Pousse Industriel, c'est pour aider à l'installation en Île-de-France de TPE et de PME qui aideront à la décarbonation de la région. Et les aides pour ces jeunes pousses industriels, pour faire grandir ces jeunes pousses industriels, peuvent aller jusqu'à 1 200 000 €. Alors, j'ai compris, je ne suis pas du tout physicienne et pas du tout scientifique, mais enfin, j'ai quand même eu la chance dans ma vie de côtoyer quelques très grands chercheurs pendant plus de 4 ans. Donc j'ai compris que la rupture quantique accélère d'un facteur d'1 milliard le temps de calcul. Et donc, les retombées, c'est plus? Bon. Et donc les retombées sont immenses, évidemment, pour l'Île-de-France. On a encore à explorer tous les champs que ça nous ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait faire aussi, nous, en tant que région, en tant qu'autorité politique en Île-de-France? On aimerait que les innovations quantiques soient mises au service du bien commun, qu'elles permettent très vite de résoudre des questions de société qui nous préoccupent et qui sont d'intérêt général. Alors on pense évidemment aux questions de santé, aux questions d'environnement, aux questions d'énergie, comment prévenir une nouvelle pandémie, comment la gérer. On sait aussi que vous pouvez ouvrir une nouvelle ère sur la chimie. Là aussi, ça nous intéresse.
notamment en matière environnementale. Et puis, bon, en Île-de-France, il y a un marronnier, un sujet récurrent, c'est les transports. Comment améliorer la qualité des transports en Île-de-France? Là aussi, je suis sûre que le quantique peut aider. Puis je suis sûre que tous les chercheurs du plateau de Saclay sont motivés. Donc, même si au fond, creuser les tunnels, c'est d'abord le préalable, mais cette maturation technologique était encore inimaginable il y a quelques années. Vous avez progressé de manière spectaculaire. Donc aujourd'hui, tout devient possible. Je sais que Pascal est en train de résoudre des problèmes de grandes sociétés bancaires. Alors, pour travailler sur ces questions qui sont d'intérêt sociétal en réalité, ou d'intérêt économique, on a décidé de mettre en place ce qu'on a appelé le PAC quantique francilien, le PAC quantique d'Île-de-France. Alors c'est quoi le PAC quantique? C'est un peu, en tout petit, ce que fait Elon Musk dans la Silicon Valley. C'est-à-dire on vous met une question à résoudre et on met des chercheurs quantiques ou des startups quantiques en concurrence pour résoudre la question qui est posée par un grand groupe ou par un consortium d'entreprises ou par une personnalité, une institution publique. Et donc, ce PAC quantique, on le fait avec le Lab quantique, avec le GENSI, que je salue, avec Terratech, qui mettent à la disposition des startups leur capacité de calcul absolument exceptionnelle. Voilà. Alors, on fait la même chose aussi sur l'intelligence artificielle, pour tout vous dire. On fait des challenges intelligence artificielle de la même façon, c'est-à-dire on met des grands groupes privés ou des grandes institutions publiques face à des startups et on leur dit résolvez la question et si vous résolvez la question, vous avez le prix. Voilà. Depuis fin 2020, on a pu accompagner comme ça 10 projets et ce sont autant de porteurs qui sont sans doute dans la salle. On a parlé de Pascal, de Candela, de C12, mais aussi Alice et Bob que j'ai rencontrés tout à l'heure, qui ont pu collaborer avec EDF, avec Thales, avec Total, avec MBDA, avec Air Liquide, avec Naval Group ou avec Airbus. L'idée, c'est évidemment que la start-up, elle a besoin de crédibilité. Et pour avoir sa crédibilité, il faut qu'elle travaille avec des grands donneurs d'ordre. Et pour avoir accès à ces grands donneurs d'ordre, le PAC quantique peut permettre de faire des passerelles et de faire des ponts. Donc l'idée, c'est vraiment de faire grandir notre écosystème de start-up, de le faire grandir, de l'aguerrir, de le rendre meilleur au contact des grands noms et des grands comptes du secteur public et privé. Voilà comment la région s'organise pour essayer d'être leader mondial sur le quantique. Alors, il n'y a pas que nous, évidemment. On a un État qui est très pro-business. On a un programme France Relance et un secrétariat général au grand investissement qui se bouge aussi. Mais je crois qu'au fond du fond, le succès du quantique en Île-de-France tient d'abord à ces extraordinaires physiciens qui, depuis, j'allais dire, des décennies, font la fierté de notre pays, qui nous ont apporté tant de prix Nobel. J'espère qu'il y en a plusieurs parmi vous, des futurs, je l'espère pour vous. Et je laisse la parole pour conclure cette belle journée à Alain Aspect, dont on a tous convenu qu'il était le parrain, pour ne pas dire le gourou, du quantique français et francilien. Alain, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, je te remercie d'avoir utilisé pratiquement tout le temps, parce que je vois qu'il me reste 50 secondes pour conclure. C'est une bonne répartition. Voilà. Moi, on m'avait pas dit que le temps était minuté, sinon j'aurais coupé mon discours en deux. On m'a dit que je pouvais dire ce que je voulais. Donc, moi, je n'ai pas préparé un grand discours. Mais à 1,2 million la seconde. Voilà. J'ai pas préparé un discours, j'ai jeté quelques idées sur un bout de papier, et ces idées, elles ont un écho avec ce que tu viens de dire, mais comme j'aime bien contredire, je vais quand même te contredire un petit peu. Alors, d'abord, tu dis que tu n'as pas soutenu la recherche, ou que tu ne soutiens pas la recherche fondamentale. Alors, je voudrais te rappeler que dans une vie précédente, tu étais ministre de la Recherche et que, quand même, tu as apporté une bonne aide à la recherche fondamentale. Et puis, à mon avis, on ne te dit pas tout. Parce que les DIM, tu ne penses pas qu'ils font que financer de l'innovation à court terme.
dans le domaine du quantique, dans le domaine d'un certain nombre de recherches, l'innovation ne peut pas progresser sans qu'en parallèle, il y ait des progrès beaucoup plus fondamentaux. Et en fait, beaucoup plus fondamentaux. En fait, les deux... Ah oui, vous m'avez caché ça. Oui, mais tu as déjà payé, alors... Et je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Et en fait, il faut comprendre un processus vertueux dans lequel les deux se nourrissent l'un l'autre. Prenons l'exemple de, je connais bien que les autres ne se fâchent pas, prenons l'exemple de Pascal, qui est né à partir des travaux de recherche d'Antoine Brouès, qui est un de mes anciens thésards, qui est une star mondiale en physique fondamentale. Mais sa machine est une machine très compliquée. Pour la faire marcher, il faut 3 thésards, 2 postdocs, et encore, elle tombe en panne très souvent. Le but de Pascal, c'est de transformer ça en une machine qu'on peut mettre dans des centres de calcul. Oui, mais il y a un autre bénéfice, c'est que si on renvoie une machine comme ça à Antoine Brouès va pouvoir avancer beaucoup plus loin dans ses recherches fondamentales. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que, oui, d'accord, tu finances l'innovation, mais sache que on utilise un petit peu ça pour aussi faire avancer la recherche fondamentale, et heureusement. Parce que si je peux mettre du beurre dans les épinards, de quoi se nourrit cette innovation? Elle se nourrit de ces travaux qu'un certain nombre d'entre nous ont fait, comme tu l'as dit, pendant des décennies. Je voudrais rappeler que j'ai soutenu ma thèse en 1983. Thèse faite au 2e sous-sol du bâtiment 503, qui aujourd'hui est dédié effectivement à l'innovation. Et je trouve que ça dit tout. C'est-à-dire qu'on faisait de la recherche fondamentale il y a 40 ans et aujourd'hui, ce sont les sociétés d'innovation. Donc, je pense qu'on peut prendre n'importe laquelle des startups qui sont autour de nous. Chacune d'entre elles va avoir un point de départ qui est basé sur des recherches très fondamentales. Donc, laisse-nous faire un peu notre petite cuisine et on optimise pour le meilleur possible pour l'Île-de-France. Alors, c'est vrai que l'Île-de-France est une concentration extraordinaire de recherche fondamentale et aussi de start-up. Alors, ils m'ont mis à 15 maintenant, je peux parler pendant 15 minutes maintenant. Surtout que l'horloge est arrêtée. Donc, j'aimerais raconter un petit peu quel est le modèle que nous n'avions pas en France et qui maintenant est vraiment en train de se développer. C'était le modèle de Harvard, le modèle de Stanford. C'est un modèle dans lequel on a des chercheurs qui font une recherche de pointe, et puis il y en a dans le coin qui se disent « mais est-ce que ça, on pourrait en faire quelque chose ?» Et moi, j'ai contribué là-dedans, non pas en ayant les idées de ce qu'on peut faire, mais tous mes collaborateurs, depuis des décennies, je leur ai dit « si vous avez une bonne idée, il faut y aller ». C'est pour ça que quand ils ont une idée, ils viennent me voir en me disant « qu'est-ce que tu penses de l'idée ?» Alors je les encourage. Et là, vous savez, tu sais ce qu'ils me disent? Ils me disent « il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour ». Et la preuve d'amour, c'est de leur donner un peu d'argent pour démarrer. Mais l'autre point, ça c'est un peu anecdotique, encore que pas totalement. Quand j'étais jeune chercheur, on nous expliquait que aller vers les applications, c'était se salir les mains. C'est sûr que c'était comme ça. Le fait que je leur dise, si vous avez des bonnes idées, c'est drôlement bien. Alors je suis très intéressé, parce que s'il y a des sociétés qui font beaucoup de bénéfices, les bénéfices, ça fait des impôts. Les impôts, ça alimente la recherche. Bon. Mais je crois que ça joue un rôle. Le deuxième point qui, je pense, a vraiment changé, c'est que les pouvoirs publics encouragent les chercheurs publics à aller dans cette voie. Par exemple, on peut citer le CNRS qui autorise ses chercheurs à passer 20% de leur temps pour démarrer des startups. On peut citer l'exemple à l'Institut d'optique où Pascal a commencé à se développer sur 50 mètres carrés de labos qu'on leur a donné. Et l'avantage, ce n'est pas tellement les 50 mètres carrés, l'avantage, c'est qu'à midi, à la cafétéria, ils parlent avec ceux du labo dont ils sont issus. Et tout ça, c'est un modèle vertueux. Je pense que l'ensemble du système de l'Île-de-France favorise ces choses-là. Il est clair que tu as mis le doigt sur un point majeur qui est
comment on va arriver à passer à l'échelle supérieure. On sait bien que ce problème est un problème pas particulièrement en Île-de-France, mais sur toute la France. Alors il faut avoir l'espoir que l'Île-de-France montre la voie. Et puis parmi les petits mots que j'ai jetés sur le papier, là, je voudrais faire écho à ce que tu as dit sur le fait que tu aimerais que ça serve à des problèmes de société. Et je voudrais parler, un certain nombre d'entre vous m'ont entendu le dire, mais peut-être pas la présidente. On parle beaucoup d'avantages quantiques. L'avantage quantique, a priori, on se dit, c'est le fait qu'un ordinateur quantique va, tu as dit quelques milliards, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas que l'ordinateur quantique va beaucoup plus vite et beaucoup plus puissant qu'un ordinateur classique. Oui, peut-être, mais il y a un autre point de vue pour moi sur l'avantage quantique. Si tu as un ordinateur quantique qui permet de faire le même calcul qu'un HPC, qu'un ordinateur classique puissant qui consomme des puissances phénoménales. Et si cet ordinateur quantique consomme 100 fois moins d'énergie, eh oui, ce sont des choses auxquelles il faut penser. Rien n'est prouvé pour l'instant, mais on a des raisons de penser que ceci pourrait être là. Donc, bon, c'est toujours 15 minutes, hein, donc je ne vais pas être plus long parce qu'il y a le cocktail après. Je voudrais quand même dire que nous sommes très chanceux en Île-de-France d'avoir une présidente qui sait encourager la recherche avec ses équipes. J'ai la faiblesse de penser que les gens que tu as invités à ta table au début de ton ère ministérielle, si j'ose dire, au début, elle venait du budget. Alors, la recherche, elle ne connaissait pas beaucoup, mais elle a eu la bonne idée d'inviter à sa table des scientifiques qui l'ont éduquée. J'en faisais partie et je pense que finalement, tu as très bien appris. Merci pour les efforts de l'Île-de-France, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. Merci. Et venir du budget, ça aide pour les preuves d'amour, c'est ça? Merci beaucoup, merci.